Je suis le docteur Alexandre Moreau. Depuis plus de 17 ans que j'exerce la médecine, j'ai accompagné des milliers de patients et j'ai vraiment tout vu, ou presque. J'ai vécu des guérisons que l'on croyait impossibles et j'ai été présent auprès de familles dans leurs moments les plus douloureux. Toute cette expérience, toutes ces années en première ligne de la santé, m'ont appris quelque chose que l'on ne dit presque jamais à voix haute. Parfois, la médecine la plus sage consiste à savoir quand il ne faut tout simplement rien faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, qui va à contre-courant de ce que beaucoup pensent, et qui, j'en suis sûr, va vous surprendre. Je vais vous révéler les 5 examens médicaux de routine que moi, personnellement, après 70 ans, je ne ferai jamais. Et je ne dis pas cela par provocation, ni par négligence, mais avec le poids de décennies de preuves et de recul, après avoir vu les conséquences d'une médecine qui parfois, dans son obsession de tout dépister, finit par faire plus de mal que de bien. Ces examens que l'on nous vend comme le nec plus ultra de la prévention peuvent nous entraîner dans une spirale d'angoisse, de gestes invasifs et de complications qui nous enlèvent précisément ce que l'on valorise le plus à l'âge d'or, l'autonomie et la qualité de vie. Alors, si vous avez plus de 70 ans, ou si vos parents ou grands-parents approchent ou ont dépassé cet âge, restez avec moi. Je ne vais pas seulement vous dire quels examens éviter. Je vais surtout vous expliquer pourquoi, avec des histoires réelles de mes patients et avec des données scientifiques solides. Et, plus important encore, je vais vous proposer des alternatives, des stratégies plus sûres, plus intelligentes et bien souvent plus simples pour vraiment prendre soin de votre santé, pour vivre plus longtemps et surtout pour vivre mieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur des médecins. Il s'agit de devenir un patient informé qui garde la main sur les décisions. Commençons. Le premier examen de ma liste est peut-être le plus séduisant de tous. Le scanner corporel complet. On le voit mis en avant dans des cliniques privées, présenté comme un bilan de la tête aux pieds avec les dernières technologies en matière d'IRM ou de tomodensitométrie. Sur le papier, cela semble extraordinaire, n'est-ce pas? Une image complète de l'intérieur de votre corps pour détecter la moindre anomalie avant qu'elle ne se manifeste. C'est la promesse d'un contrôle total. Mais la réalité, mes amis, est très différente et trop souvent dangereuse. Je vais vous raconter l'histoire de Michel, un de mes patients, 74 ans, un homme plein de vie. Il jouait au golf, voyageait avec sa femme, profitait de ses petits-enfants. Il était en bonne santé, sans aucun symptôme. Un jour, son fils, avec la meilleure intention du monde, lui a offert pour son anniversaire un check-up exécutif comprenant justement ce fameux scanner corporel complet. Michel y est allé plus pour faire plaisir à son fils que par réelle inquiétude. Et c'est là, précisément là, que ses problèmes ont commencé. Le compte-rendu du scanner est arrivé avec une phrase qui vous glace le sang. Présence d'une petite lésion indéterminée de 1,5 cm au niveau du rein gauche. Lésion indéterminée. 2 mots qui sont de véritables bombes d'angoisse. En une nuit, Michel est passé du statut d'homme en bonne santé à celui de patient porteur d'une lésion rénale. Son médecin, conformément au protocole, l'a adressé à un urologue. L'urologue, pour être rassuré, a recommandé une biopsie. Une biopsie rénale n'a rien d'anodin. Cela implique d'introduire une longue aiguille dans le dos jusqu'au rein. Il y a des risques, saignements, infections, douleurs. Michel, courageux, a accepté. Le résultat a mis 1 semaine à arriver. 1 semaine pendant laquelle lui et sa famille ont vécu dans un état de panique. Et le verdict final? Angiomyolipome. Une tumeur bénigne, totalement inoffensive, faite de graisse, de muscles et de vaisseaux sanguins, qui ne lui aurait jamais causé le moindre problème. Michel n'y a rien gagné. Au contraire, il a beaucoup perdu. Il a perdu sa tranquillité d'esprit. Il a subi un geste invasif et risqué, et il a plongé sa famille dans une angoisse terrible. Son cas n'est pas une exception. Tristement, c'est ce qui se produit fréquemment.
Les études montrent que, chez jusqu'à 80 à 90% des seniors, en apparence en bonne santé, qui se soumettent à un scanner de tout le corps, on trouve quelque chose. La grande majorité de ces quelque chose, comme chez Michel, sont ce que nous appelons des incidentalomes, des découvertes fortuites, bénignes, sans importance clinique. Des petites taches dans le foie, des kystes rénaux, des nodules pulmonaires, des cicatrices du temps qui sont là depuis des années et ne deviendront jamais un problème. Le vrai problème, c'est qu'une fois que l'on trouve quelque chose, on déclenche ce que nous appelons la cascade d'intervention. La découverte crée de l'anxiété. L'anxiété pousse à faire d'autres examens. Ces examens peuvent être invasifs et comporter leurs propres risques. Et le tout peut aboutir à des traitements ou des chirurgies parfaitement inutiles. Cette boule de neige démarre avec un examen qui n'aurait jamais dû être réalisé. Et si le scanner est un scanner TDM, un DAC, on parle d'une dose de rayonnement non négligeable, équivalente à des centaines de radiographies du thorax. La radiation s'accumule au cours de la vie, et même si le risque d'un seul examen est faible, il n'est pas nul. Pourquoi accepter ce risque sans bénéfice clair en retour? Alors, quelle est l'alternative intelligente? La réponse ne se trouve pas dans une machine, mais dans quelque chose de beaucoup plus humain, l'évaluation gériatrique globale. Ce n'est pas un simple check-up, c'est une vraie conversation approfondie avec un médecin qui comprend comment nous vieillissons. Au lieu de chasser des fantômes, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment pour la qualité de vie, la fonction. Dans cette évaluation, la première chose que nous faisons, c'est un bilan de fragilité. Ce n'est pas une insulte, c'est un concept médical essentiel. Nous mesurons des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de préhension. Ces indicateurs prédisent l'état de santé futur bien mieux que n'importe quelle image. Si nous détectons le début d'une fragilité, nous pouvons intervenir grâce à l'exercice et à la nutrition pour la freiner ou la faire régresser. Ensuite, et c'est capital, nous faisons une revue complète des médicaments. Il est incroyablement fréquent de voir des personnes âgées prendre 10 comprimés ou plus, prescrits par différents spécialistes. Très souvent, des symptômes comme des vertiges ou une confusion ne sont pas une nouvelle maladie, mais l'effet secondaire d'un de ces médicaments. Élaguer cette liste peut faire des miracles. Enfin, nous évaluons les habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique, liens sociaux. Ce sont les véritables piliers de la prévention. Une alimentation anti-inflammatoire et une activité physique régulière préviennent plus de maladies que n'importe quel scanner. Ce type d'évaluation ne crée pas d'angoisse. Il redonne du pouvoir. Il ne traque pas des problèmes théoriques. Il optimise votre santé réelle. Donc, la prochaine fois que vous verrez une publicité promettant une cartographie complète de votre santé, repensez à Michel et choisissez la sagesse d'une évaluation centrée sur la personne, pas sur l'image. Le deuxième examen que j'évite comme la peste est l'IRM cérébral de routine pour de simples petits trous de mémoire. C'est le pas quotidien dans ma consultation. Un patient de 75 ou 80 ans vient, souvent accompagné par ses enfants, parce qu'il oublie parfois le nom de certains acteurs ou ne se souvient plus pourquoi il est monté à l'étage. Les petits oublis typiques de l'âge. Il ne se perd pas, il ne se désoriente pas, il gère son argent sans problème. Mais la peur de la maladie d'Alzheimer est si forte que la famille exige une IRM pour voir ce qui se passe là-dedans. Je veux que vous compreniez ceci. Demander une IRM dans cette situation est presque toujours une très mauvaise idée. C'est comme ouvrir une boîte de Pandore d'où ne sort que de l'anxiété. Je vais vous présenter Jeanne, 78 ans, une femme brillante, grande lectrice, qui a commencé à remarquer qu'il lui arrivait de chercher ses mots. Sa fille, très inquiète, l'a convaincue de faire une IRM. Le jour où elles ont lu le compte-rendu, le monde de Jeanne s'est effondré. Le radiologue décrivait une atrophie corticale diffuse légère, compatible avec l'âge, et des foyers épars de gliose de la substance blanche. Pour un médecin, ce compte-rendu décrit en réalité un cerveau normal de 78 ans. C'est comme dire qu'une personne de cet âge a des rides ou des cheveux blancs. L'atrophie
correspond à une légère diminution du volume cérébral, normale avec le temps. Les petites lésions de la substance blanche sont comme de minuscules cicatrices qui se forment, souvent après des années de tension artérielle un peu trop élevée. Ce sont des constatations attendues. Mais pour Jeanne et sa fille, cela a sonné comme une condamnation. Atrophie cérébrale, lésion. Elles sont sorties convaincues que la maladie d'Alzheimer était imminente. À partir de ce jour-là, Jeanne a changé. Elle s'est mise à douter d'elle-même. Elle a abandonné son club de lecture par peur de ne pas se souvenir d'un mot. L'IRM ne lui a donné aucun diagnostic utile. Elle lui a volé la confiance en son propre esprit. Les études montrent que chez les personnes de plus de 75 ans en bonne santé, plus de 9 IRM sur 10 présentent des résultats anormaux. Si l'on scanne 100 personnes en pleine forme à cet âge, environ 90 ressortiront avec un compte-rendu qui peut semer la panique. Le problème, c'est que ces images ne correspondent pas toujours au fonctionnement réel de la personne. J'ai vu des patients avec des IRM qui ressemblaient à un champ de bataille, mais un esprit incroyablement vif, et l'inverse. L'image, mais pas la personne. Et pire encore, le résultat de l'IRM ne change strictement rien au traitement de simples petits oublis. Il n'existe pas de comprimé capable de rajeunir un cerveau qui vieillit normalement. Alors, quelle est l'alternative raisonnable ? L'outil le plus précieux est un simple test cognitif de 10 minutes au cabinet. Des tests comme le Minicog, le Minimental ou le MoCA permettent de faire le point. On demande aux patients de mémoriser 3 mots, de dessiner une horloge. C'est simple, rapide, et cela nous donne une information fonctionnelle très riche. Si le test est normal, nous pouvons rassurer la famille avec un haut degré de certitude. S'ils mettent en évidence une difficulté, alors nous ne nous arrêtons pas là. Nous commençons ce que j'appelle la chasse aux faux coupables des troubles de la mémoire. Avant de penser à Alzheimer, nous éliminons une série de causes fréquentes et surtout réversibles. Revue des médicaments. Encore une fois, principal suspect. Les somnifères, certains anxiolytiques, certains antihistaminiques peuvent plonger le cerveau dans un brouillard. Bilan sanguin. Nous vérifions la vitamine B12 et la fonction thyroïdienne. Une carence ou une hypothyroïdie sont des causes classiques et faciles à corriger. Évaluation de l'humeur. La dépression chez la personne âgée se manifeste souvent par de l'apathie et des trous de mémoire. La traiter peut rendre une belle clarté mentale. Et puis la qualité du sommeil. L'apnée du sommeil, qui coupe l'oxygène au cerveau la nuit, est une cause très sous-estimée de troubles cognitifs. Ce n'est qu'après avoir écarté tout cela et si les tests fonctionnels montrent un déclin réel et progressif qu'une imagerie peut parfois se justifier, dans le cadre d'un bilan complet. Le message est limpide. Face à des oublis légers, ne courez pas vers la machine d'IRM. Courez vers un médecin qui prend le temps de parler avec vous, d'évaluer votre fonctionnement réel et de rechercher des causes réversibles. Le 3e examen de ma liste noire est l'épreuve d'effort cardiaque de routine. Je parle de faire monter sur un tapis roulant une personne de plus de 70 ans qui se sent bien, qui n'a ni douleur thoracique ni essoufflement anormal, juste parce qu'il est temps vu l'âge. Cette pratique, bien que très répandue et pleine de pièges, est peut-être dangereuse. L'histoire de Pierre l'illustre parfaitement. 72 ans, actif. Il jouait au tennis et marchait tous les jours. Aucun symptôme cardiaque. Il devait être opéré d'une hernie et le protocole de l'hôpital imposait une épreuve d'effort à tous les patients de plus de 70 ans. Pierre ne comprenait pas. S'il pouvait jouer 2 heures au tennis, pourquoi devait-il courir sur un tapis ? Mais le protocole, c'est le protocole, n'est-ce pas ? Pendant l'épreuve, Pierre a commencé à ressentir une pression dans la poitrine. L'électrocardiogramme a montré des modifications douteuses. Le cardiologue a interrompu l'examen et face à un résultat faussement positif ou incertain, a recommandé l'étape suivante, un cathétérisme cardiaque. Un cathétérisme est un geste invasif. On introduit un tube dans une artère jusqu'au cœur pour visualiser les coronaires. Pierre, qui était entré à pied pour un simple test,
se retrouvait maintenant sur un brancard, en route vers un acte cardiaque invasif. Le résultat? Ses artères présentaient un peu de dépôt de cholestérol, ce qui est normal à son âge, avec des rétrécissements de 30 à 40%, ne justifiant ni stent ni chirurgie. Pierre avait donc eu un faux positif. L'épreuve d'effort sur tapis a une proportion très élevée de faux positifs chez les seniors. Elle peut paraître anormale pour 1000 raisons qui n'ont rien à voir avec une obstruction grave. Mais le mal était fait. On a collé à Pierre l'étiquette de cardiaque. On lui a prescrit une série de médicaments. Et pire encore, il s'est mis à avoir peur de l'effort. Il a arrêté le tennis. L'examen qui était censé le protéger lui a volé une partie de sa qualité de vie. Sans compter que l'épreuve elle-même peut, dans de rares cas, déclencher une arythmie ou un infarctus. Quelle est alors l'alternative logique? D'abord, et c'est fondamental, écouter son corps. La meilleure épreuve d'effort, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez monter 2 étages à pied ou marcher d'un bon pas sans douleur dans la poitrine, vous passez déjà votre épreuve d'effort tous les jours. Il est crucial d'apprendre à reconnaître les véritables signaux d'alarme. Douleur thoracique à l'effort, essoufflement disproportionné, malaise, vertige. Si l'un de ces symptômes apparaît, consultez. C'est dans ce contexte qu'un examen est indiqué. Et si l'on souhaite affiner l'évaluation du risque futur, il existe un outil beaucoup plus moderne et plus sûr, le score calcique coronaire. Il s'agit d'un scanner très simple, à faible dose de rayons, sans injection, qui dure 5 minutes. Il mesure la quantité de calcium, c'est-à-dire de cholestérol durci, dans la paroi des artères coronaires. Le résultat est un nombre. Un score de 0 signifie un risque très faible d'infarctus dans les années qui viennent. Un score élevé nous indique qu'il faut être beaucoup plus strict avec la prévention. Le score calcique nous renseigne sur le risque global, pas sur un bouchon précis dans une artère. C'est un outil pour guider la prévention, pas pour déclencher automatiquement des gestes invasifs. Mon conseil, ne laissez pas qu'on vous mette sur un tapis roulant au cas où, si vous n'avez aucun symptôme. Faites confiance à votre corps. Et si vous voulez affiner votre évaluation de risque, parlez à votre médecin du score calcique. Nous arrivons au 4e examen, probablement le plus polémique, parce que la coloscopie est un outil fantastique, mais son utilité dépend de l'âge. L'examen que je ne ferai pas est la coloscopie de dépistage de routine après 75-80 ans, si mes coloscopies précédentes ont été normales, et si je n'ai pas de risque particulier. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas contre la coloscopie. Je la recommande sans hésitation, à partir de 45 ou 50 ans. Elle permet de prévenir le cancer du côlon en retirant les polypes avant qu'ils ne se transforment. Le problème apparaît quand on applique cette même logique à des personnes très âgées. En médecine, il faut toujours mettre en balance le bénéfice et le risque. Et chez un octogénaire, la balance penche plus volontiers vers le risque. Je vais vous parler d'Élise, 79 ans. Sa dernière coloscopie, à 70 ans, était normale. Le logiciel de son médecin lui a rappelé que le moment était venu d'en refaire une. Élise n'avait aucun symptôme, mais elle était très disciplinée. La préparation pour l'examen a été un véritable calvaire. Des litres de laxatifs qui l'ont clouée aux toilettes toute la nuit, la laissant épuisée et déhydratée. Pour quelqu'un de son âge, c'est déjà un risque important. Ensuite vient la sédation, qui chez les personnes âgées augmente le risque de confusion ou de problèmes respiratoires. Mais le risque qui nous fait le plus peur, nous les médecins, c'est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fragile. Le risque de déchirure avec l'endoscope, même s'il reste faible, augmente nettement après 75 ans. Et une perforation est une urgence qui impose souvent une chirurgie lourde, parfois avec une stomie, une poche à la paroi abdominale. Pour une personne de 80 ans, une telle opération peut signer la fin de son autonomie. Maintenant, regardons le bénéfice. Prévenir un cancer qui, s'il devait apparaître, mettrait souvent 5 à 10 ans à poser de vrais problèmes.
Les principales recommandations internationales suggèrent d'arrêter le dépistage systématique entre 75 et 85 ans, selon le contexte individuel. La logique est simple. Il devient plus probable que la coloscopie vous nuise plutôt qu'elle ne vous sauve d'un hypothétique cancer futur, si votre espérance de vie est inférieure à 10 ans. Bien sûr, cela ne s'applique pas à tout le monde. En cas de forts antécédents familiaux, de polypes avancés dans le passé ou de symptômes, la discussion est différente. Mais pour la personne moyenne, continuer à faire des coloscopies automatiquement est un risque inutile. Que fait-on alors? On oublie complètement le côlon? Pas du tout. On passe d'un dépistage invasif à une surveillance intelligente. D'abord, la surveillance des symptômes. Il faut consulter rapidement en cas de changement persistant du transit, de sang dans les selles, de douleurs abdominales, de perte de poids inexpliquée ou d'anémie récente. Dans ce contexte-là, l'âge importe peu et la coloscopie est pleinement justifiée. Ensuite, et c'est probablement l'arme la plus puissante, on mise sur la prévention active par l'alimentation. Le secret d'un côlon en bonne santé, c'est la fibre. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. La fibre nourrit nos bonnes bactéries, qui produisent des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses. Manger plus de lentilles, de brocolis, d'avoine ou de pommes est une intervention infiniment plus sûre et bénéfique pour tout l'organisme. Mon message est simple. Faites les bonnes coloscopies au bon moment. Jusqu'à 75 ans, c'est crucial. Au-delà, pour la plupart des personnes, il est temps de se concentrer sur la vigilance face aux symptômes et sur le pouvoir de ce que l'on met dans son assiette. Et nous arrivons au 5e et dernier examen. Celui-ci concerne les hommes et fait l'objet de débats sans fin. Le dosage sanguin du PSA, l'antigène spécifique de la prostate, pour dépister le cancer de la prostate, surtout chez les plus de 75 ans. Le PSA a été présenté comme la grande promesse pour détecter tôt le cancer de la prostate. Le problème, c'est que la biologie de ce cancer, en particulier chez l'homme âgé, est déroutante, et l'usage indiscriminé du PSA a créé une véritable épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Je vais vous expliquer cela avec l'histoire de Bernard, 80 ans, veuf, autonome, très actif. Lors de son bilan annuel, on lui a dosé un PSA par routine. Il est revenu à 6,5, un peu élevé. Bernard se sentait très bien, mais ce chiffre a enclenché la cascade, de son médecin traitant à l'urologue et de l'urologue à la biopsie de prostate. Une biopsie de prostate est désagréable et comporte des risques, notamment celui d'une infection grave, d'une septicémie. Bernard a eu la malchance de développer une infection sévère après le geste. Il a été hospitalisé, a reçu des antibiotiques par perfusion. Il a fini par s'en sortir. Et c'est alors qu'est tombé le résultat de la biopsie. Adénocarcinome de la prostate, glaison 6. On lui avait donc trouvé un cancer. Mais quel type de cancer? Un glaison 6 est la forme la plus paresseuse de cancer de la prostate. Il évolue si lentement que certains remettent même en question l'usage du mot cancer pour ce grade-là. Chez un homme de 80 ans, la probabilité de mourir de ce type de lésion est extrêmement faible. Il est presque certain qu'il mourra avec, mais pas à cause de lui. Les autopsies montrent qu'une grande majorité d'hommes de 80 ans ont de petits foyers de cancer dans la prostate, sans jamais en avoir souffert. Mais à Bernard, on a prononcé ce mot qui fait trembler, cancer. Et face à ce mot, la plupart des gens veulent qu'on enlève tout. On lui a proposé une surveillance active, c'est-à-dire un suivi sans traitement immédiat. Mais l'anxiété a été plus forte, et il a choisi la radiothérapie. Le traitement a été un succès sur le plan oncologique, mais le prix payé a été énorme. Les rayons lui ont laissé une incontinence urinaire permanente et des troubles de l'érection. Sa vie sociale s'est effondrée. Nous avons guéri un cancer qui ne l'aurait probablement jamais tué. Mais ce faisant, nous avons détruit sa qualité de vie. C'est l'exemple parfait du surdiagnostic. Détecter une lésion qui n'aurait jamais causé de problème, et du surtraitement. Recourir à des thérapies agressives pour une maladie inoffensive dans ce contexte. Le PSA peut s'élever pour 1000 raisons.
une inflammation, une infection, une simple augmentation de volume bénigne de la prostate, même après avoir fait du vélo. Pour chaque homme sauvé grâce au PSA, on estime que beaucoup d'autres sont diagnostiqués et traités sans nécessité, en gardant parfois des séquelles lourdes et définitives. Que faire alors? Faut-il jeter le PSA à la poubelle? Non, il faut faire quelque chose de bien plus intelligent. Remplacer le dépistage automatique par une décision partagée et vraiment informée. Le médecin doit avoir une conversation honnête avec son patient, en lui exposant clairement les avantages possibles, mais aussi les risques, avec des chiffres, des scénarios concrets. Ensuite, c'est au patient de décider ce qui compte le plus pour lui. La petite chance de prolonger un peu sa vie, au prix d'un risque très réel d'en altérer sérieusement la qualité. Ou au contraire, la priorité à une fin de vie plus sereine, avec moins de gestes invasifs. Pour ceux chez qui un cancer à faible risque est découvert, l'alternative au traitement radical est la surveillance active. Ce n'est pas ne rien faire, c'est un suivi précisément encadré pour s'assurer que la tumeur ne devient pas agressive. Et bien sûr, il faut rester attentif aux symptômes réels. Difficulté à uriner, sang dans les urines, douleurs osseuses. Cela, oui, mérite une investigation à tout âge. Voilà donc les 5 examens que, sur la base de mon expérience, je ne ferai jamais au-delà de 70 ans. Le scanner corporel complet, une machine à fabriquer de l'angoisse. L'IRM cérébral pour de petits oublis, qui vous colle l'étiquette de cerveau anormal, sans raison valable. L'épreuve d'effort systématique, dont les risques dépassent souvent les bénéfices. La coloscopie de dépistage après 75 ans, où la balance penche dangereusement vers le risque. Et le dosage systématique du PSA chez l'homme âgé, champion toute catégorie du surdiagnostic. Voyez-vous le fil conducteur? C'est un appel à une médecine plus sage, plus personnalisée, plus profondément humaine. Une médecine qui comprend que, surtout au grand âge, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec de la qualité, de l'autonomie et de la joie. La vraie prévention, ce n'est pas une batterie d'examens à la recherche de maladies hypothétiques. C'est une alliance avec votre médecin, une évaluation centrée sur votre fonctionnement réel et un engagement quotidien envers un mode de vie sain. Mon but n'est pas que vous ayez peur de la médecine. Au contraire, je souhaite que vous deveniez les protagonistes de votre santé, que vous osiez poser des questions, que vous compreniez le pourquoi de chaque examen, que vous ayez la force de dire « Docteur, ai-je vraiment besoin de cela à mon âge, dans ma situation ?» La santé, ce n'est pas un compte-rendu d'examen sans anomalie. La santé, c'est la capacité de jouer avec vos petits-enfants, de savourer une promenade, de garder un esprit vif et un moral vivant. Et parfois, la décision la plus courageuse et la plus saine que l'on puisse prendre, c'est de dire non à un examen inutile.